Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session à l'issue de laquelle HTTPS n'aura plus de secret pour vous. Je m'appelle Grégory Paul, je suis développeur web. Je m'intéresse au JavaScript, au techno-web, mais pas seulement. Je m'intéresse également à la sécurité informatique, d'où cette présentation. Vous pouvez en savoir plus sur moi sur paulgreg.me ou alors sur GitHub ou Twitter sous @paulgreg. Je travaille chez Mappy. Mappy, c'est un site et des applications mobiles de cartographie. Sur Mappy, vous pouvez calculer des itinéraires. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'on sillonne également la France avec des voitures pour prendre des prises de vue comme ici. Enfin, Mappy, c'est un moteur de recherche de 4,5 millions de points d'intérêt en France. Et enfin, Mappy pratique du Web to Store, c'est-à-dire que vous pouvez chercher des produits physiques et Mappy va vous y conduire. Enfin, Mappy, le site web des applications mobiles, totalise plus d'1 million de visites par jour. Alors tout d'abord, une petite précision. Lorsque je parle d'HTTPS, c'est en fait le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, qui est en fait encapsulé au sein d'une session SSL, Secure Socket Layer, ou TLS, Transport Layer Security. Donc que je parle d'HTTPS, SSL, TLS, pour l'instant, c'est plus ou moins la même chose. On verra tout ça plus en détail tout de suite. Alors dans cette présentation, il y aura plusieurs parties. Dans la première, on va tout de suite s'attarder à pourquoi HTTPS est important aujourd'hui. Dans une seconde partie, on regardera les objectifs qu'adresse HTTPS. Enfin, on étudiera en détail comment se déroule la poignée de main, la connexion entre le client et le serveur. Enfin, il y a un aspect authentification qui est très important. On s'attardera un peu sur les attaques, parce que je suis sûr que ça en intéresse certains. Ensuite, une fois qu'on a mis en place HTTPS, il y a des bonnes pratiques à mettre en place, c'est ce que j'appelle après HTTPS. Un petit aspect performance avant de conclure. Alors tout d'abord, pourquoi HTTPS aujourd'hui? Alors imaginez un réseau classique. Donc ici à gauche, vous avez votre réseau local, vos ordinateurs qui se connectent à un point d'accès. Donc c'est une box, un routeur, des choses comme ça. Ensuite, ça atterrit dans un fournisseur d'accès à Internet. Au sein de ce FAI, il y a plusieurs équipements réseau, des routeurs, etc. Et au final, ce fournisseur d'accès à Internet est interconnecté avec d'autres opérateurs. C'est ce que je schématise par Internet. Et en fait, quand vous envoyez des requêtes, au final, ça atterrira sur un centre de données et un serveur web. Lorsque vous envoyez des messages en HTTP, il faut bien voir que vos paquets, vos requêtes et réponses circulent bien en clair sur tout ce chemin-là et peuvent être altérés. C'est justement l'objet de ma première démo, là, avec mes petits duplos. Donc, je vais tout d'abord me connecter sur un site en HTTP sur le Wi-Fi officiel, et ensuite je me connecterai à un point d'accès malveillant. Donc, il s'intitule Do Not Be Evil. Alors, je vais tout d'abord me connecter sur le site devox.fr. Donc là, je suis avec le Wi-Fi speaker, tout va bien, s'il est avec moi. OK. Si c'est bon. OK. Si ça va venir. Une fois qu'on a ça, c'est bon. OK, il est là. Maintenant, par contre, je vais changer de Wi-Fi. Je vais utiliser mon petit montage ici. Oula, c'est Do Not Be Evil que je cherche ici. Voilà. J'attends à ce que je me connecte. Voilà, je suis connecté. Et si je rafraîchis ma page, j'ai fait CTRL-R. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ici, la requête arrive sur mon Raspberry Pi, qui dispose de 2 interfaces réseau. Il l'envoie sur Internet, et quand elle revient, il modifie le contenu. Forcément, Internet n'est pas avec moi aujourd'hui. Bon, je vais continuer ma présentation, que j'aimerais bien vous le montrer quand même. Bon, je vais continuer, je verrai l'onglet tout à l'heure. En fait, ici, ce que je fais, c'est que je modifie la réponse avant de l'envoyer au client. Alors ça, c'est un premier type d'attaque. Il y en a d'autres qui se passent également. Alors, ce type d'attaque que je vous ai montré précédemment, on ne va pas le retrouver chez vous. Par contre, dans un Wi-Fi public, c'est le genre de choses que vous pouvez sûrement tomber dessus. Bon, bah, j'ai vraiment pas de chance. Il y a un autre type d'attaque qu'on peut retrouver au sein des FAI. C'était par exemple le cas avec Free en 2013. Souvenez-vous, il s'est mis à décider de bloquer les pubs Google. De l'autre côté de l'Atlantique, en fait, c'est Comcast qui, quant à lui, s'est mis en tête d'en rajouter dans toutes les connexions.
Enfin, on a Verizon, Orange, SFR, Bouygues, qui, eux, dans certains cas, rajoutent des entêtes techniques pour pister des internautes. Donc c'est un problème. Enfin, il y a d'autres types d'attaques que j'appelle des attaques d'État, entre guillemets. Donc c'est le cas avec le grand canon chinois. Donc je vous explique l'attaque. On a ici des internautes qui se connectent sur un site, par exemple example.com. Example.com retourne une page HTML. Cette page HTML possède différents JavaScript, CSS. Un de ces JavaScript-là est un service d'analytique de chez Baidu.cn, donc c'est l'équivalent du Google chinois. Et au lieu d'aller directement dans le data center de Baidu et de servir le bon fichier, en fait, c'est le pare-feu chinois qui sert une variante. Cette variante, en fait, est un JavaScript qui va faire des milliers de requêtes sur 2 projets GitHub.com qui ont pour but justement d'éviter la censure du pare-feu chinois. Donc pour toutes ces raisons, en fait, HTTPS est important. Alors plus proche de nous, tout d'abord, pour le SEO, Google, en fait, pour un contenu identique, va préférer une page en HTTPS. Donc, si vous faites du SEO, c'est important d'y passer. Et enfin, Firefox et Chrome, depuis Chrome 50 qui est sorti la semaine dernière, s'est mis à bloquer des API JavaScript qui auparavant fonctionnaient en HTTP. Donc ces API-là, si vous êtes en HTTP tout court, ne fonctionnent plus depuis la semaine dernière. Donc c'est l'API full screen, c'est l'API geolocation, des capteurs d'orientation, etc., etc. Enfin, Apple, de son côté, met également un peu la pression, puisque depuis iOS 9 et OS 10.11, si vous faites du HTTPS dans les règles de l'art, vous n'avez rien à faire. Si par contre vous faites du HTTP où vous dérogez un peu aux bonnes pratiques, vous allez être obligé de déclarer ces exceptions. Enfin, si vous souhaitez bénéficier d'HTTP2, eh bien, sachez que bien que la norme n'impose pas HTTPS, dans les faits, les navigateurs Firefox et Chrome requièrent HTTPS pour se connecter à un site en HTTP2. Bon, j'espère qu'avec tout ça, je vous ai convaincu. Je vais quand même retourner voir ma démo. Oui, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer avant, c'est que le site d'Evox est un peu triste, donc mon petit équipement ici rajoute des petites licornes et change un peu les textes. Donc voilà, désolé pour le retard de la démo. Bon, j'espère qu'avec tout ça, je vous ai convaincu. Passons aux objectifs. Donc, ils sont au nombre de 5. Le premier, le plus évident, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que les données échangées entre vous et le serveur, vous attendez à ce qu'elles soient chiffrées et indéchiffrables par n'importe qui d'autre. Enfin, un deuxième aspect, c'est l'authentification. C'est-à-dire que c'est bien beau de communiquer de manière chiffrée, mais vous voulez être sûr de communiquer avec la bonne personne. Si vous communiquez avec une personne qui se fait passer pour la personne à qui vous voulez parler, on parle d'attaque d'homme du milieu, MITM, Man in the Middle. Il est également possible dans SSL-TLS que le client s'authentifie de façon forte auprès du serveur, même si dans les faits, c'est très peu utilisé. Un autre aspect, c'est l'intégrité, c'est-à-dire que si jamais un attaquant essaye de modifier les données chiffrées échangées, eh bien en fait, le client et le serveur vont pouvoir le détecter et agir en conséquence. Un autre principe, c'est la transparence. Ça signifie que pour passer à HTTPS, vous n'avez pas besoin de modifier le protocole en dessous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de toucher à votre application, c'est juste le HTTP qui devient HTTPS. Enfin, un dernier principe, c'est la spontanéité. Ça signifie que le client en fait, n'a besoin d'aucun prérequis avant de se connecter à un serveur. Alors, un petit mot sur les versions. Donc, vous connaissez tous SSL. Il faut savoir que la version 1.0 n'a jamais été publiée, car en fait, Netscape, qui l'a créé, l'a soumis à des cryptographes qui lui ont dit qu'il y avait pas mal de problèmes de sécurité avec ça. Et donc, c'est SSL 2.0, la première version à avoir vu le jour en 1995. Elle est dépréciée depuis 2011, à noter. SSL 3 est sortie un peu plus tard avec des évolutions mineures et elle est dépréciée depuis l'année dernière. Donc ça sent quand même quelque chose qu'il ne faut plus trop utiliser. Depuis, il y a eu TLS 1.0 qui est surtout un renommage en fait, avec également des petites modifications. Ensuite, il y a eu TLS 1.1 qui a apporté quelques corrections également. Et aujourd'hui, le standard aujourd'hui, c'est TLS 1.2 qui est sorti en 2008 et qui propose d'autres améliorations de sécurité. Il y a une petite mise à jour en 2011 qui supprime notamment la compatibilité avec SSL ici. Et enfin, en ce moment, donc, on travaille sur, enfin pas moi, mais des chercheurs travaillent sur TLS 1.3 qui va supprimer un ensemble de fonctionnalités qui a introduit beaucoup d'attaques en fait, et qui vont rajouter différentes optimisations réseau ou meilleurs algorithmes. Alors, rentrons dans la poignée de main, mais avant ça, je vais me permettre quelques rappels cryptographiques histoire que tout le monde soit sur les mêmes bases. Alors tout d'abord, le chiffrement symétrique. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Vous avez un message en clair, vous souhaitez le chiffrer, vous utilisez une clé et un algorithme, et cela vous donne un message chiffré. Vous utilisez la même clé, le même algorithme pour le déchiffrer. Donc les algorithmes connus sont DAS ou triple DAS, qui sont aujourd'hui obsolètes. Aujourd'hui, on va utiliser AES avec des tailles de clés de 128 ou 256 bits. Alors le chiffrement symétrique est très rapide, très performant en termes de CPU, etc. Par contre, le problème, c'est comment est-ce que vous allez transmettre cette clé à la personne à qui vous voulez communiquer de manière chiffrée. Alors une variante à ce mode-là, c'est le chiffrement asymétrique. Ici, on n'a plus une, mais une paire de clés.
Donc ces deux clés sont générées en même temps et fonctionnent ensemble, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous utilisez la première pour chiffrer un message, vous utilisez la seconde pour le déchiffrer. Inversement, je peux utiliser la seconde pour chiffrer un message, la première pour le déchiffrer. Donc ça, c'est pratique parce qu'avec ce mécanisme-là, en fait, je peux me mettre à chiffrer un secret que seule la personne en face pourra déchiffrer. Alors, en général, on parle d'une clé est dite publique, l'autre est dite privée. Donc une va être diffusée massivement, alors que l'autre va être gardée secrète, en fait. Alors, il y a deux grandes familles de chiffrement asymétrique. Le premier, le plus anciennement utilisé, c'est bâti sur les nombres premiers, donc RSA, avec des tailles de clés d'aujourd'hui, 2048 bits. Et enfin, quelque chose qui existe depuis longtemps aussi, mais qui est mis en œuvre depuis plus récemment, c'est bâti sur les mathématiques des courbes elliptiques. Donc les tailles de clés sont un peu plus petites pour une sécurité équivalente, et c'est beaucoup plus performant pour tout ce qui est mobile. Donc c'est assez à la mode en ce moment. Donc l'avantage avec ce système, c'est qu'on va pouvoir transmettre effectivement des clés symétriques. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est lent et coûteux. En termes de puissance, c'est beaucoup moins performant qu'avant. Alors ce qu'on va également utiliser, c'est des fonctions de hachage. Donc je l'illustre ici avec un exemple. Je fais un echo -n hello world, donc le -n signifie que je ne veux pas le \n à la fin. Je le passe à travers une fonction de SHA-1, une fonction de hachage, et ça me donne une liste de caractères hexadécimaux. Donc on parle d'empreinte ou de condensat. Si je change un seul caractère dans ma chaîne, on voit que l'empreinte est complètement différente et entre guillemets imprédictible. Enfin, ça fonctionne avec quelques octets, mais ça marche également avec un très gros fichier, et on a une empreinte d'une taille similaire. Donc notez bien que c'est destructif. Alors, ce qu'on a utilisé par le passé, c'était MD5 et SHA-1. Aujourd'hui, SHA-1 est déprécié, donc on va utiliser la famille des SHA-2, notamment SHA-256, ou alors SHA-3, le successeur. Alors, une petite variante à ces fonctions de hachage sont les HMAC, pour Hashed Message Authentication Code. Donc ici, c'est toujours mon exemple précédent, mais je vais utiliser OpenSSL, qui est un peu la boîte à outils des fonctions cryptographiques. Ici, je demande à OpenSSL de faire un digest, un résumé, avec SHA-1, et en utilisant HMAC avec une clé. Donc ici, c'est une fonction de hachage, mais qui va être influencée par une clé. Donc seule la personne qui a la clé va pouvoir générer cette empreinte-là. Donc ça, on va s'en servir pour vérifier l'intégrité des données, justement. Et en fait, on va utiliser les algorithmes précédents en mode HMAC. Alors avec tout ça, je peux vous parler de signature numérique. Donc j'ai Alice et Bob. Alice souhaite envoyer un message à Bob et prouver que c'est bien elle qui l'a envoyé. Alice donc prend son message, il applique une fonction de hachage SHA-1, ça donne l'empreinte verte ici. Elle applique sa clé de chiffrement privée à ce condensat, ça donne l'empreinte rose. Elle envoie ce message et cette signature à Bob. Bob, de son côté, à partir du même message, applique la même fonction de SHA-1, ça donne l'empreinte verte. Ensuite, utilise la clé publique d'Alice pour déchiffrer cette empreinte rose. Et si les deux empreintes correspondent, ça signifie que c'est bien Alice, ou au moins la personne qui a la clé privée d'Alice, qui a bien émis ce message. C'est bon, on a tout ce qu'il faut pour entrer dans la poignée de main. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici les messages échangés entre le client et le serveur. Et ici, j'ai une capture des paquets réseau avec Wireshark. Donc tout d'abord, le client, plutôt que de se connecter sur le port 80 en TCP, en HTTP, va se connecter par convention sur le port 443. Il se connecte, il envoie un premier message qui est un client Hello. Un petit détail également, ces premiers échanges là au début sont en clair. En effet, on n'a aucune clé, on ne peut pas communiquer de manière chiffrée. Donc que contient ce premier client Hello en fait? Tout d'abord, il contient la version maximale que supporte le navigateur. Donc ici, on a TLS 1.2. Ensuite, le client propose un Session ID. Donc ici, il est nul, ça signifie que c'est la première fois que le client se connecte à ce serveur-là. Si jamais je m'étais déjà connecté, le serveur m'en aurait transmis un et j'aurais pu le réutiliser. Il faut voir ça un peu comme un cookie de session, c'est-à-dire que la première fois, vous n'avez rien. Une fois que vous vous êtes connecté, vous utilisez ce que le serveur vous a donné et ça permet d'écourter toute la séquence suivante. Et donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite. On le verra juste après. Ensuite, le client propose également une liste de suites de chiffrement. Donc les suites de chiffrement, qu'est-ce que c'est? Ça indique quels sont les algorithmes de chiffrement asymétrique que le client supporte, le chiffrement symétrique, les tailles de clés, l'échange de clés, les HMAC, etc. Donc le client envoie une liste ordonnée avec ses préférences tout en haut. Et enfin, un petit élément très important, notamment pour l'émergement mutualisé, c'est le SNI, le Server Name Indication. Donc il faut en effet savoir que juste après, le serveur va devoir m'envoyer son certificat. Si je n'ai qu'un seul site servi sur un serveur, il n'y a aucun souci, il n'y a qu'un certificat à servir. Si par contre j'ai plein de domaines sur une seule IP, en fait, le serveur ne va pas pouvoir choisir. Donc pour
que le serveur sache quel certificat me donner, j'indique ici, donc je lui donne une indication, un server name indication avec le domaine sur lequel je me connecte, ici frmapi.com. Justement, le serveur de son côté lui va répondre avec un serveur hello. Il précise la version de TLS qu'on va utiliser. Il propose un session ID que je vais utiliser pour les requêtes suivantes. Et de son côté, il va également regarder dans ses listes, sa suite de chiffrement et celle que je lui ai proposée, lesquelles matchent et lesquelles sont les plus intéressantes pour lui. En théorie, c'est le plus fort. Voilà, ça je vous l'ai dit. Le serveur en profite également pour envoyer d'autres informations. Donc il va envoyer un autre message qui est le certificat. Donc le certificat, c'est au format X509. Il contient un ensemble de choses, ici j'ai tronqué, mais ici on voit que le certificat s'applique à étoile.mapi.com, c'est-à-dire tous les sous-domaines de mapi.com. Pardon, petit bug. Et comment est-ce que mon navigateur va faire confiance à ce certificat-là? Eh bien, ce certificat a été signé par un autre certificat, une autorité de certification de plus haut niveau. Et pourquoi est-ce que je lui fais confiance? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans mon navigateur ou dans mon système d'exploitation, j'ai une liste d'autorités de certification, donc une liste de certificats à qui je fais confiance. Et si mon certificat a été signé par l'une de ces entrées, c'est bon, mon navigateur laisse passer. Alors vous voyez également que mon serveur envoie un autre certificat, le certificat qui a permis de me signer moi. En général, pour les clients bureau, ce n'est pas nécessaire, ça fonctionne très bien. Par contre, il faut savoir que sur les mobiles, les terminaux mobiles, souvent, on a beaucoup moins d'autorités de certification que dans le monde desktop. Et donc, par conséquent, si jamais votre connexion est refusée, eh bien, vous devez fournir le certificat intermédiaire afin que le client puisse le rattacher à un certificat d'encore plus haut niveau. Parce qu'en fait, il peut y avoir beaucoup plus que 2 niveaux. Donc, sachez-le, si vous n'arrivez pas à vous connecter sur votre Android, sur votre site web, c'est peut-être parce qu'il suffit juste de rajouter le certificat intermédiaire. Une autre information également, c'est que ici, mon certificat s'applique à étoile.mapi.com, c'est donc un certificat dit wildcard. En général, en fait, ces certificats, on les utilise assez peu souvent, car ils sont plus chers que s'ils s'appliquent juste pour un seul domaine. Ce qu'on peut faire, c'est avoir un certificat qui s'applique par exemple à www.mapi.com, et à la fin, là, le certificat peut avoir des extensions, et une des extensions est le Subject Alternative Name, où on va préciser d'autres sous-domaines à qui le certificat s'applique également. Donc ça, on le voit beaucoup plus souvent que les wildcards. Alors une fois qu'on a ça, donc, mon client, maintenant, il a reçu le certificat contient la clé publique du serveur, donc je vais pouvoir chiffrer un secret et l'envoyer au serveur. Donc c'est ce que fait mon client, il tire au hasard un grand nombre, il le chiffre avec la clé publique et il l'envoie. Donc là, c'est le premier échange chiffré de manière asymétrique. Le serveur, de son côté, reçoit ce secret-là, il va dériver des clés à partir de ce secret, et il va en dériver 2. Une qui va servir au chiffrement symétrique par la suite, et une qui va servir à la fonction de hashMAC, en fait. Le client, de son côté, peut faire la même chose, puisqu'il a tiré le secret de son côté. Et à partir de ce moment-là, tous les deux ont dérivé les clés, et donc vont pouvoir chiffrer des requêtes de manière symétrique, et vont pouvoir les valider avec la clé de hashMAC. Donc le client chiffre, le serveur déchiffre la réponse, etc., etc. Donc voilà, vous savez tout. Alors vous allez sûrement me dire, oui, mais il y a un problème avec ça. Si jamais j'ai un attaquant qui enregistre tout le trafic du début à la fin et qui, à un moment, arrive à trouver la clé privée du serveur, eh bien, il va être capable de déchiffrer tous les secrets échangés et donc de trouver toutes les clés symétriques et déchiffrer tous les messages. Alors justement, il y a une solution. C'est la confidentialité persistante parfaite, ou Perfect Forward Secrecy en anglais. Et je vous explique comment ça fonctionne. Donc j'ai Alice et Bob qui souhaitent s'échanger un secret commun. Alice et Bob partent d'une couleur commune. Ils tirent chacun dans leur tête une couleur au hasard. Ils effectuent le mélange dans leur tête. Ils envoient ce mélange aux parties opposées. Ils réappliquent leur couleur secrète et au final, ils ont un secret commun. Un attaquant n'aurait vu que les mélanges et à partir de ce mélange-là, n'aurait pas pu extraire les couleurs secrètes. Donc voilà, donc c'est M. Diffie et M. Hellman qui ont inventé ça. Et en fait, il faut savoir que ce ne sont seulement certaines suites de chiffrement qui permettent ce type d'échange-là. Donc c'est toutes celles qui contiennent DHE pour éphéméral Diffie-Hellman. Alors passons maintenant à l'aspect authentification. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 3 types de certificats. Les premiers, les moins chers, voire gratuits, sont les Domain Validation, où là, vous avez simplement à prouver que vous possédez bien le domaine. Donc généralement de 3 formes différentes, soit en répondant à un email que vous avez reçu sur votre domaine, soit en enregistrement DNS dans votre DNS, ou soit en mettant un fichier avec un nom alambiqué à la racine de votre site web. Un autre niveau, c'est le niveau d'Organization Validation, où là, en fait, l'autorité de certification qui va vous signer votre certificat va vous demander des preuves, et donc vous allez devoir donner une carte d'identité, enfin une photocopie de la carte d'identité ou des documents de votre entreprise.
Enfin, le troisième niveau, où là les certificats coûtent plus cher, mais il y a aussi une notion d'assurance qui rentre en jeu, c'est-à-dire que vous avez plus qu'un certificat, ce sont les Extended Validation qui permettent justement cette barre verte-là. Et donc là, il va vraiment y avoir une enquête pour savoir si vous existez vraiment, si vous êtes une entité juridique qui a pignon sur rue. Alors il faut savoir que tout ce mécanisme d'autorité de certification en fait, repose sur une infrastructure de clé publique ou public key infrastructure. Et en fait, tout part des autorités de certification racines qui sont dans nos navigateurs, comme on l'a vu précédemment. Et ensuite, on peut avoir différents niveaux. Donc soit des autorités de certification intermédiaires, et au niveau le plus bas, des autorités d'enregistrement qui sont, elles, en fait, qui signent tous les jours les certificats à qui on fait les demandes. Donc les AC racines sont des certificats auto-signés. Nos navigateurs systèmes d'exploitation font confiance à entre 200 et 400 d'entre elles. Et en fait, Mozilla, Apple, Microsoft, Google ont des règles précises qui disent qu'est-ce qu'ils acceptent ou pas comme autorité de certification racine. Les intermédiaires, les enregistrements. Sachez qu'il y a une alternative à ce modèle-là qui s'intitule Dane, qui malheureusement nécessite DNSSEC. Donc DNSSEC, c'est un DNS sécurisé, qui est très peu déployé aujourd'hui. Mais en fait, vous pourrez, avec Dane, tout simplement générer votre certificat, le publier dans DNS. Et donc, quand un client veut se connecter chez vous, il va récupérer ce certificat-là, qui est forcément à vous, car il est dans votre DNS et c'est sécurisé, et on peut directement partir sur la connexion. Donc ça éviterait tout ce mécanisme d'infrastructure de clé publique. Alors on a vu, il y a plusieurs problèmes avec ça. On fait confiance à beaucoup d'autorités de certification, beaucoup d'entreprises qui sont sur des territoires nationaux, également des gouvernements, n'importe où dans le monde. N'importe quelle autorité de certification peut signer n'importe quel domaine, en fait. Et enfin, les autorités de certification sont très attaquées, c'est des cibles très intéressantes, et donc il y en a déjà certaines qui se sont fait pirater, en fait. Alors, pour aider en fait pour limiter tous ces risques, une solution c'est Certificate Transparency. Donc c'est un projet open source initié par Google. Il faut voir ça comme une base de données distribuée en écriture seule, qui permet de savoir quelle autorité de certification a signé quel domaine. Donc quand une autorité de certification veut signer un domaine, elle va simplement vérifier dans cette base s'il n'y a pas déjà un autre certificat qui a été émis, et donc va éviter tout genre de système. Enfin, ça, si vous avez un domaine, c'est aussi utile parce que vous pouvez voir si jamais certains malins essayent de récupérer des domaines qui s'approchent pas mal du vôtre, avec des zéros à la place de O ou ce genre de choses. Alors, quelque chose qui fait pas mal de bruit au niveau des autorités de certification également, c'est Let's Encrypt. Et Let's Encrypt, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est tout d'abord une autorité de certification qui commence à être vraiment connue dans les navigateurs principaux et qui va bientôt l'être partout. C'est également et surtout un protocole qui est en cours de standardisation qui s'appelle ACME. Et enfin, c'est un agent open source, alors il y en a plusieurs, mais cet agent, en fait, vous allez le lancer, il va négocier avec les serveurs de Let's Encrypt pour prouver que c'est bien votre domaine, il va vous installer automatiquement un certificat de type Domain Validation, et il va le maintenir toujours à jour. Si jamais il y a des révocations à faire, il va s'en occuper, etc. Donc là, l'idée, c'est que vous installez un programme et votre site passe en HTTPS, et vous n'avez plus rien à faire, plus jamais. Et surtout aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est gratuit, alors que jusqu'à présent, c'était assez délicat. Donc le but de Let's Encrypt, c'est soutenu par des associations et maintenant par beaucoup d'entreprises, et le but c'est de transformer tous les sites en HTTP en HTTPS. Ça marche plutôt pas mal puisque ça date de novembre 2015, et en fait on voit qu'il y a plus d'1,6 million de certificats émis par Let's Encrypt. La majorité de ces certificats-là en fait sont des domaines qui n'étaient pas en HTTPS avant. Ce n'est pas des renouvellements, c'est des nouveaux domaines. Donc l'objectif est plutôt atteint et c'est pas mal. Alors, il faut également noter que Let's Encrypt en fait, utilise la Safe Browsing API de Google, c'est-à-dire que pour chaque domaine à qui on demande un certificat, il va demander à Google si le site est malveillant ou non, et donc ça évite d'avoir des sites malveillants sur Internet. Et enfin, tous les certificats qu'il crée, ils le soumettent dans Certificate Transparency. Alors, si jamais votre certificat ou alors une autorité de certification se fait voler sa clé privée, eh bien, en fait, il va bien falloir révoquer des certificats. Donc, pour ça, il y a plusieurs mécanismes. Le premier, c'est le plus vieux, c'est le Certificate Revocation List. Donc, c'est un champ dans le certificat de l'autorité racine qui va contenir une URL vers une liste de certificats invalides. En effet, chaque certificat a un numéro de série unique, et donc c'est tout simplement une liste qui va dire que tous ces certificats-là sont révoqués. Donc le problème avec ce mécanisme-là, c'est que le fichier peut être très très long, et il est mis à jour peu souvent. En plus, les navigateurs, tous ne vont pas vérifier ces fichiers-là. Parfois, c'est des options de configuration. Et sur mobile, encore une fois, on va éviter les téléchargements entre guillemets inutiles. Donc on évite ce genre de système-là. Donc c'est pas génial. Donc pour améliorer cette situation, on a créé l'Online Certificate Status Protocol, le CSP, où là, en fait, c'est à chaque fois qu'un client va se connecter à un domaine qu'il va envoyer une requête à l'autorité de certification pour demander est-ce que ce certificat est toujours valide. Et l'autorité de certification répond oui ou non.
Donc ça, c'est mieux, mais encore une fois, c'est au bon vouloir du navigateur qui ne va pas forcément le faire. Alors, quelque chose qui est un peu le meilleur des deux mondes, c'est l'OSCP Stampling, où là, en fait, c'est le serveur qui va régulièrement, toutes les quelques minutes, se connecter à l'autorité de certification qui a signé son certificat, va demander une preuve cryptographique que son certificat est toujours valable pour quelques minutes, et à chaque connexion, va joindre cette preuve au client. Donc ça, c'est génial. Le client, lui, il reçoit directement la preuve, il sait que le domaine est toujours valide, et c'est vraiment idéal. Le problème, c'est que ça fonctionne qu'avec TLS 1.2, qui n'est pas encore complètement majoritairement déployé malgré le temps. Enfin, Google Chrome, en fait, a un autre mécanisme basé sur les CRL7. Donc lui, par contre, il a une liste de 250 kg, donc une liste limitée en taille, de numéros de certificats invalides, qui est très souvent mise à jour avec le système de Google. Mais par contre, le problème, c'est que ça ne va pas contenir tous les certificats révoqués de la planète, en fait. Alors passons maintenant aux attaques. Tout d'abord, moi je suis convaincu que la cryptographie, les maths derrière sont vraiment solides. Bon, je vous avoue que je triche parce que je fais confiance à Bruce Schneier et Edward Snowden qui pensent la même chose. Et en fait, souvent, il n'y a pas besoin de s'attaquer à la cryptographie. Vous avez peut-être déjà vu ce XKCD, où en fait, dans l'imagination de geek, on se dit « Ah bah tiens, j'ai un ordinateur chiffré, je vais le casser, je vais construire un cluster pour le casser et tout ». En fait, ce qui se passe, c'est que dans la vraie vie, tiens, je te donne une clé à 5 $, tu vas lui taper sur la tête jusqu'à ce qu'il te donne le mot de passe. En effet, souvent, c'est beaucoup plus facile de trouver les sources ailleurs. Tout d'abord, même si vos données échangées passent de manière chiffrée, en général, que ce soit chez le client ou sur le serveur, elles sont en clair dans des bases de données ou sur le PC du client. Donc, première façon de récupérer des données. Enfin, vous savez, parfois, il y a des sites où il y a seulement une partie qui est en HTTPS. Alors, historiquement, c'était plutôt le tunnel de paiement, ce genre de choses. Au début, c'était en HTTP, après en HTTPS. Le problème, si votre site a une partie en HTTP, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'attaques mine the middle. C'est-à-dire que quelqu'un va servir un faux site et tous les liens en HTTPS va les remplacer en HTTP. Et donc, en fait, le client sera toujours en HTTP, il ne sera jamais mis à jour vers autre chose. Donc, surtout, si vous embrassez HTTPS, passez directement en HTTPS et arrêtez HTTP. Donc ça, c'est une attaque connue qui est dite SSL Strip. En bonus, vous pouvez afficher un petit cadenas comme icône, comme ça, on trompe tout le monde. Enfin, bon, il y a plein d'autres techniques, des keyloggers pour récupérer le numéro de carte bancaire directement sur le client, bon, plein de choses. Enfin, on a vu également que si vous êtes, pour les gouvernements, ils peuvent demander la clé privée d'un serveur. Ça a dû se voir à un moment. Enfin, ce qu'on peut également faire, c'est vous pouvez vous créer une autorité de certification maison et vous pouvez la faire installer chez des clients. Donc ça permet de faire de l'interception, donc qui est soit légale, dans le cas des entreprises, pour analyser le trafic, ou soit, bien sûr, ça peut être utilisé de façon illégale. À noter que les antivirus, pour inspecter le trafic, c'est ce qu'ils font. Ils vont régénérer des certificats pour chaque domaine que vous visitez pour inspecter les téléchargements. Il y a eu d'autres scandales aussi avec Dell et Lenovo sur ce genre de pratique. Alors c'est le cas de ma deuxième démo. Donc, cette fois-ci, je vais me connecter sur google.fr en espérant que le Wi-Fi sera plus coopératif. Ou pas. Donc je suis toujours sur mon point d'accès verrouillé. J'ai vraiment pas de chance. Bon, ce qui se passe là dans ce cas-là, c'est que mon navigateur me prévient en me disant attention, le certificat, il est relié à une autorité de certification que je ne connais pas. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est que je peux aller sur une URL, donc un serveur web qui tourne sur ma machine ici, récupérer le certificat de l'autorité de certification de mon petit appareil, l'installer dans mon navigateur, et ensuite, en fait, je me connecte sur google.com avec des petites licornes qui sautent partout. Bon, je suis désolé, j'aurais bien voulu, mais tant pis, donc c'est ça l'idée. Alors, à côté de ça, on peut également compter sur pas mal de bugs, en fait. Donc, il y en a eu un en 2008 sur Debian qui limitait les valeurs à 32 000. Donc, ça fait que 32 000 clés à tester au final. En 2014, on a eu le cas du GoToFail. Donc, vous le voyez ici, c'est pas évident. Ici, c'est le code qui vérifie en fait l'authenticité du certificat. Et en fait, on a un deuxième GoToFail sans accolade ici, ce qui fait qu'on passe toujours là-dedans. Donc, en fait, on évite toute une partie de code qui vérifiait l'autorité de certification. Donc, en fait, un certificat généré comme le mien pouvait paraître comme valide à l'époque. Alors, il ne faut pas se moquer, parce qu'on a eu le même problème côté GNU TLS en 2014 également, GoToCleanup. Et enfin, en 2015, il y a eu la faille Airbleed. Donc ça, c'était une faille dans OpenSSL où, en faisant des requêtes, des milliers, voire des dizaines de milliers de requêtes sur un serveur, vous pouviez récupérer quelques octets de la RAM, et au fur et à mesure, vous pouviez reconstruire l'image de la RAM du serveur, et donc retrouver la clé privée du serveur. Donc c'est un échec. Alors ensuite, on a d'autres attaques vraiment dédiées à HTTPS.
Donc je vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail. Sachez juste que c'est très, très innovant. Il y en a certaines qui vont utiliser la compression, en fait. Il y en a d'autres qui vont utiliser des choses que les États-Unis ont mis en place il y a une quinzaine, vingtaine d'années, qui limitaient la taille des clés. On pensait que tout ça, ça avait disparu, mais en fait, on l'a retrouvé dans le code d'OpenSSL. Et enfin, il y a encore d'autres types d'attaques qui vont s'attacher à générer des collisions de certificats. C'est-à-dire, vous avez un certificat, il a une signature qui est valide. Si jamais vous modifiez plein de valeurs, notamment le domaine et d'autres champs, et que vous tombez sur la même signature, eh bien en fait, ce certificat va paraître valable pour un autre domaine auquel il a été signé. Donc ça, ce sont les collisions de certificats, et c'est une autre façon de faire. Alors une fois que vous avez mis en place HTTPS sur votre site, il y a des bonnes pratiques. Tout d'abord, ça paraît bête, mais n'oubliez surtout pas de renouveler vos certificats. Alors, c'est arrivé à des géants du web, ça peut vous arriver aussi. Bon, faites très attention, mettez en place un process pour pas que ça repose juste sur une personne qui pourrait être partie. Enfin, quand vous mettrez en place HTTPS, vous allez voir que vous allez avoir pas mal de problèmes, notamment le contenu mixte ou mixed content. Donc le mixed content, c'est depuis une page HTTPS, si vous avez des liens en HTTP, vous allez avoir ce genre de problème. Alors il faut différencier deux types de contenu. Le contenu passif, les balises images, audio, vidéo. Donc là, c'est pas très grave, ça fait qu'un petit cadenas qui est brisé, c'est pas dramatique. Par contre, le contenu actif, donc tout ce qui est JavaScript, CSS, iframe, balises object, etc., tout ça, c'est complètement bloqué. Donc votre site ne marchera pas très bien. Enfin, une autre très bonne chose à faire une fois qu'on est passé à HTTPS, c'est mettre en place HSTS pour HTTP Strict Transport Security. Ça, en fait, c'est une entête HTTP qui va être envoyée à chaque requête, qui signifie pour tous les sous-domaines et pour telle durée en secondes, navigateur ne te connecte plus jamais sur ce site en HTTP. Donc c'est-à-dire que même si l'utilisateur par la suite tape HTTP quelque chose, le navigateur va tout de suite mettre à jour le protocole vers HTTPS. Donc ça marche soit pour les liens, soit si l'utilisateur le tape directement. Donc ça évite des attaques de type SSL trip comme on a vu auparavant. Et vous pouvez également vous rajouter dans un fichier source de Chromium pour directement être préchargé, c'est-à-dire éviter même la première faille à la première connexion. Par contre, attention, si vous mettez ça en place, ça veut dire que si jamais votre serveur ne répond plus sur le port 443, vous êtes complètement cuit. Alors une évolution de ça, c'est le CPKP, le Certificate Public Key Paying, où là, c'est toujours une entête HTTP, mais vous allez préciser une empreinte de soit votre certificat, soit d'un certificat intermédiaire, soit de le certificat racine. Et donc le navigateur ne va se connecter que si les signatures fonctionnent. Et ça évite par exemple que l'autorité de certification chinoise signe le certificat de nsa.gov. Donc c'est quand même pas mal. Par contre, vous pouvez également être préchargé dans le navigateur. Vous avez une option pour tout d'abord ne pas activer le mécanisme, mais juste recevoir les alertes si jamais le système fonctionne mal de la part du navigateur. Par contre, attention, c'est dangereux, c'est risqué, il faut vraiment tout prévoir, il faut prévoir de changer d'autorité de certification. Donc c'est vraiment à réserver pour du contenu très sensible, quoi. Un petit mot sur les performances. Donc Gmail est passé d'HTTP à HTTPS en 2010, Facebook y est passé plus récemment, et tous les deux disent que passer d'HTTP à HTTPS en fait avait un impact relativement négligeable sur les performances. Google annonce qu'ils n'ont pas rajouté de machines à leur plateforme en fait. Alors justement, il y a une petite commande qui est très utile, OpenSSL Speed RSA. Donc je l'ai lancé ici sur ma machine qui est un Core i7 de 2013, donc quelque chose de pas très récent. Et on voit qu'avec cette commande, mon portable là, est capable de gérer 5000 connexions chiffrement asymétriques avec des tailles de clé de 1024 bits. Si j'augmente la taille de clé, c'est plus que 762. Et si je la double encore, plus que 708. Donc il y a un facteur très important en fonction de la taille de clé utilisée. En fait, ce qu'on voit, c'est que HTTPS a un impact faible. Par contre, la taille des clés de chiffrement asymétrique a un impact très fort. 2048, c'est ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est suffisant. Ce qu'on a vu sur MAPI quand on l'a activé, c'est que Perfect Forward Secrecy, ça coûte plus cher que 100. Donc pour commencer, désactivez-le, réactivez-le au fur et à mesure. Et enfin, RSA est plus coûteux que les courbes elliptiques. Donc en priorité, Perfect Forward Secrecy, c'est très bien, mais en courbe elliptique, avec des tailles de clés d'une taille acceptable. Enfin, on l'a vu au début, les Session ID, pour cacher et éviter donc tout le chiffrement asymétrique, c'est extrêmement important. Il faut absolument l'activer. Alors pour conclure, tout d'abord, ça je parle à moi-même également, il faut vraiment qu'on se mette à dire TLS et plus SSL. On l'a vu, c'est déprécié depuis l'année dernière et avant il y avait beaucoup d'attaques, donc il faut dire TLS. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une pression de l'industrie en fait, pour passer à HTTPS. Bientôt, en fait, ça sera vraiment le défaut. En fait.
Du coup, moi, ce que je recommande, c'est vos devs, dès à présent, commencez dès à présent à générer une autorité de certification maison et travailler en local, en HTTPS. Ainsi, en fait, vous pourrez détecter au plus tôt tous les problèmes de contenu mixte et configurer votre serveur de façon le plus proche possible de la production. Enfin, il ne faut pas avoir peur, ça peut paraître intimidant tout ça, mais en fait, il y a beaucoup de ressources sur Internet pour avoir une configuration très solide. Ce qui est peut-être important quand même dans le domaine de la sécurité, c'est de se tenir au courant, parce que ça bouge, il y a des attaques. Ce qui était recommandé il y a quelques temps, il y a une faille de sécu, donc il faut utiliser autre chose. Donc il faut quand même se tenir un peu au courant et mettre à jour sa conf en conséquence. Et enfin, moi, Let's Encrypt, c'est vraiment une initiative que je trouve phénoménale parce que ça bouleverse vraiment le marché. Et surtout, en fait, ça rend quelque chose qui était manuel auparavant, toutes ces histoires de signature de certificats, etc., ça le rend automatique et puis en plus gratuit pour rendre HTTPS everywhere, en fait. Donc ce que j'apprécie surtout avec Let's Encrypt, c'est tout l'outillage, le protocole ACME, les agents. Et en fait, ce que je pense, on verra ça se concrétise, mais au final, si tout ça c'est automatique, en fait, on pourra peut-être même complètement se passer de révocation. Puisque si jamais on a des certificats pour quelques jours, voire pour quelques heures, mais en fait, il suffit d'attendre quelques heures pour que le certificat soit révoqué et disparaisse. Avant les questions-réponses, alors j'ai un peu de temps peut-être, je vais peut-être refaire la démo juste parce que ça m'embête de ne pas plus vouloir montrer. Sachez juste que les slides sont disponibles sur Internet. Ici, vous voyez ma barre de progression, j'ai énormément de contenu sur lequel j'aurais bien voulu creuser, mais j'ai pas pu par manque de temps. Donc si un sujet vous intéresse, il y a plein de liens dans la présentation pour creuser. Et j'en profite pour repasser sur la démo. Donc, on revient en arrière. Donc là, je passe par mon petit dispositif, je vais me connecter à google.fr. J'ai un message qui me dit « Attention, je ne reconnais pas ce certificat ». Je me connecte sur mi10.it. Donc ça, c'est un serveur web qui tourne dans mon Raspberry Pi. Ouais. Je ne sais pas si j'ai raison d'insister. Mais... Bon, sinon, je vais pouvoir prendre les questions en parallèle. Là, l'idée, c'est qu'il va me proposer un certificat, je vais l'installer et j'aurai des licornes. Bon, sinon, on peut enchaîner sur les questions-réponses, peut-être. Et je ferai la démo en parallèle entre les questions. Les questions ? Bonjour. Quand on utilise, pour le HTTPS, quand on utilise un serveur, enfin un Nginx en fait, en gros, comment ça se passe par rapport à l'utilisation de Let's Encrypt en fait? Alors justement, il y a eu une présentation hier soir sur Let's Encrypt en détail. Donc pour Apache, en fait, ça fonctionne, c'est relativement natif, ça marche bien. Pour Nginx, alors moi, j'ai pas vraiment creusé en détail Let's Encrypt, mais pour l'instant, c'est toujours quelque chose un peu à côté accessoire. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça marche bien sur Apache. Pour les autres serveurs, c'est un peu plus en bêta aujourd'hui, quoi. Après, la conclusion de la présentation d'hier, c'est qu'en fait, on risque de voir arriver une nouvelle génération de serveurs web qui va inclure tout ça de base, en fait. Et un petit détail sur Let's Encrypt, ce qu'il faut également voir, c'est que le but de Let's Encrypt, c'est vraiment de transformer tous les sites qui auparavant ne seraient jamais passés en HTTPS et de les rendre HTTPS par défaut. Après, Let's Encrypt, je pense, ne sera jamais utilisé pour des grosses entreprises, etc. On aura toujours besoin de certificats de type Organization Validation ou Extended Validation, parce que typiquement avec Let's Encrypt, on n'aura pas de wildcard, ce genre de choses. Donc pour des besoins un peu évolués, pour des entreprises qui vraiment font du web, on aura toujours, je pense qu'on utilisera toujours d'autres autorités de certification. Mais Let's Encrypt, c'est vraiment génial pour les cas courants. Bon, donc je vais faire une étape à chaque question-réponse. Donc ici, j'accepte l'autorité de certification qui est présente dans mon appareil ici. Et si je recharge Google, dans une demi-heure... D'autres questions? Ah, on voit les requêtes qui passent là. Oui, bonjour. Bonjour. En HTTP, il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on avait le cache qu'on pouvait gérer au niveau des proxys. Donc, dans le cas de HTTPS, où on est en chiffrement de bout en bout, est-ce qu'on a des solutions pour quand même cacher des choses justement sur les proxys? Je me posais la question au niveau des performances. Voilà quoi. Alors
comme tu disais que Google n'avait pas repéré beaucoup de différences, donc est-ce qu'il y a un mensonge quelque part? Voilà. Oui, effectivement. Alors, effectivement, c'est vrai. Avec HTTPS, on n'aura plus des proxys qui étaient capables de cacher du contenu comme auparavant. Après, c'est vrai que l'usage du web a pas mal changé. C'est-à-dire que les pages aujourd'hui sont très personnalisées. Bon, ça dépend des cas, mais elles sont personnalisées. Donc, il y a aussi moins d'intérêt de cacher les choses. Après, on a également pu voir plein de bonnes pratiques du web pour gérer le cache efficacement, avoir des CDN, plein de choses comme ça. Donc, d'un côté, il y aura du contenu qui auparavant aurait pu être caché, qui l'est plus. D'un autre côté, on a beaucoup mis l'accent sur d'autres techniques. Après, il y a des service workers. Enfin, il y a plein d'autres techniques qui font qu'on peut aller plus loin qu'auparavant avec du cache, avec l'offline. Donc, au final, ça va contrebalancer. Et après, la question à se poser, est-ce que... Enfin, au final, c'est une balance entre performance et vie privée. Et aujourd'hui, bon, ça penche un peu plus côté vie privée. Et je pense que c'est important. Ben voilà, j'ai des licornes. Si jamais vous voulez faire la même chose, dans mes slides, j'ai détaillé tout le mode d'emploi sur Hackaday, donc vous pouvez construire la même chose pour mettre des licornes sur vos pages chez vous. Par contre, ne faites rien de méchant avec, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions en fait. La première, c'est vu que vous avez joué visiblement avec les elliptic curves et RSA, enfin, à quoi on peut se limiter aujourd'hui en termes de cipher pour TLS et être compatible avec le maximum de navigateurs? Et j'ai une deuxième petite question qui est plus relative à tous les déploiements dans le cloud, où TLS, qui est assez gourmand en random numbers, justement, a des problèmes d'entropie, notamment sur les déploiements cloud. Et du coup, est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de choses? Ouais. Alors la première question, c'est sur les suites de chiffrement. Pour ça, en fait, il y a d'excellentes références. Alors, c'est des choses qu'il va falloir tester. Ça dépend également de vos clients. Par exemple, JDK Java va supporter une sorte de switch ou pas d'autres, etc. Donc, ça dépend de votre public, si c'est des navigateurs publics ou du logiciel. Ce qui compte surtout, c'est de tester dans plein de cas. Et il y a un site qui est génial, c'est SSL Labs, mais il y en a d'autres. Donc SSL Labs va vous détailler tous les problèmes qu'il y a avec votre conf, et il va également vous lister tous les navigateurs qui sont supportés avec votre configuration actuelle. Donc ça permet de voir si vous n'avez pas des gens qui sont bloqués, qui sont pourtant votre cible. Donc ça, c'est très bien. La deuxième question, j'ai oublié. Oui, ici, par rapport au cloud et l'entropie. Bon, je n'ai pas eu à traiter ce problème-là. Après, il faut savoir que pour tout ce qui est entropie, il existe des périphériques, des clés USB, ce genre de choses, enfin des équipements dédiés, qui sont en fait des moteurs d'entropie, en fait. Et vraiment hardware, à un niveau qui vont utiliser de la quantique, etc. Il faut également savoir que dans les processeurs modernes, Intel en fait a des instructions pour générer de l'entropie. Donc il y a tous ces éléments là qu'il faut regarder. Bon, si vous êtes utilisateur de cloud, vous n'avez pas la main là-dessus. Donc vous ne pouvez pas installer une clé, c'est sûr, mais il y a des solutions. Ouais, bon, je ne peux pas beaucoup plus répondre, je suis navré. D'autres questions? Bonjour. Alors c'est quelque chose qui est un peu périphérique, mais là on va parler de certificats pour s'authentifier un peu dans tous les sens. Et juste une question pratique, moi à chaque fois que je crée des certificats de ce type-là, je veux que mon serveur il redémarre tout seul, donc je crée des certificats qui n'ont pas de password. Et donc ça veut dire que globalement n'importe qui arrive sur la machine peut récupérer les certificats et se faire passer pour moi. Est-ce qu'il y a des solutions pratiques pour éviter ça? Effectivement, c'est une bonne question. Alors, il existe également du matériel dédié, des HSM en fait, vous allez laisser vos clés privées dedans. Il y a même des modèles évolués qui, si jamais ça bouge, il y a des capteurs de mouvement, si ça bouge, ça autodétruit le contenu, etc. Bon, ça, je vous avoue que je vous le dis, je suis développeur web, donc j'ai pas joué à tout ça, ça m'intéresse juste. Ça, c'est des solutions évoluées. Après, effectivement, on est encouragé à mettre des mots de passe sur nos clés. Donc ça, c'est très bien pour SSH, etc. Pour les serveurs, c'est plus compliqué parce que quand on va démarrer le serveur, il va falloir taper le mot de passe. Donc c'est vrai que pour les serveurs, on a tendance à ne pas le faire. Et du coup, il faut plutôt se rabattre sur ce genre de solutions hardware dédiées, en fait. Bon, merci, j'arrive à la fin des questions. Je suis dispo pour en parler.